Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. La Norvège a des conditions géographiques peu propices à l'agriculture, car entre les montagnes, les lacs, les forêts, les fjords et les glaciers, il n'y a que 3% de terres cultivables, ce qui fait de la Norvège l'un des pays les moins cultivables d'Europe. La plupart des exploitations agricoles se trouvent au sud du pays, là où le climat est un petit peu plus doux. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie, qui a sa propre exploitation avec son mari Philippe à Sør-Frøen, dans le comté du Oppland. Salut Nathalie, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Ravie de participer à l'émission et puis j'espère que je vais pouvoir un petit peu aider. Éclairer en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre parcours? Est-ce que vous étiez déjà dans ce domaine en France avant de venir vous installer en Norvège? Alors oui, on a travaillé en exploitation chevrière avec transformation fromagère et vente directe. On a beaucoup déménagé parce que c'était surtout des contrats courts. Donc, on a fait aussi brebis laitières pour Roquefort, vaches allaitantes. Et puis pas mal dans les vignes aussi, un petit peu de partout en France. Et puis moi, à côté, j'ai travaillé aussi en hôtellerie. Et puis voilà, grosso modo. Mais beaucoup en agricole, oui. Donc vous avez fait des coins différents en France Oui, on a déménagé 9 fois avant de Ah oui, quand s'installer. même, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous installer en Norvège? Alors, déjà, ce qui nous a décidé de partir de France, c'est qu'on n'arrivait pas à s'installer. Avec nos salaires de remplaçants agricoles, on gagnait pas assez pour mettre de l'argent de côté. Acheter une exploitation en France, il faut quand même un bon budget parce qu'il faut que tu achètes une maison, il faut souvent que tu achètes une étable, en tout cas pour ceux qui veulent faire de l'élevage, ce qui était notre cas, et puis il faut trouver des terres. Ça nous coûtait trop cher, donc on a cherché l'alternative d'un autre pays. Moi, je suis pas du tout attirée par le sud, ni mon mari. Donc, on est parti vers le nord parce qu'il y a beaucoup de fermes encore, c'est quand même assez agricole. Et puis, on a essayé, en fait. Au début, c'était uniquement pour travailler, hein, pas pour s'installer forcément, dans un premier temps, en tout cas. D'accord, pour tester un petit peu, pour voir Pour comment tester, c'était, oui. quoi. Mmh. Vous avez testé où alors au début quand vous êtes venus les premières fois en Norvège? Dans quelle région? Alors, la toute première fois, c'était en 1999, après la tempête, tu vois. Ok. On était en Normandie, donc tu vois, la tempête avait fait quand même beaucoup de mal. Il y avait pas de boulot et on est parti du but en blanc fin décembre en se disant les périodes de Noël, c'est peut-être propice pour trouver un emploi. On a d'abord essayé en Suède et ça a été un peu le flop parce que tout est fermé pendant ces périodes-là. Et Ouais. on a été invité en Norvège pour passer le jour de l'an dans une hutte, donc les cabanes de montagne, dans le Uppland déjà, aux environs de Sør-Frøen. Et suite à cette invitation, on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous a dit, mais si vous cherchez du boulot, moi je connais un agriculteur qui cherche un remplaçant en vache laitière. Donc à 10 heures du soir, on a traversé la vallée et on parlait pas norvégien, t'imagines bien, parce Bah oui, qu'on je me était parti doute. sur voilà. Et le gars, il nous a dit, vous commencez demain. Ah ok, d'accord, bah super. Voilà. Donc on est resté 1 an, donc de 99 à 2000, où on a commencé à apprendre tant bien que mal la langue, Le norvégien, ouais. le norvégien, et ce qui est quand même pas évident parce Ah bah qu'on a non, acheté je te confirme. on a acheté un dictionnaire, donc Bookmall, sachant que Sør-Frøen est une commune nynorsk Ninoche, ok, facile du coup. et que tout le monde parle dialecte. Ok, sympa. Donc, on est resté 1 an et en fait, c'était assez dur parce que sans la langue, tu rencontres pas forcément les gens. Ouais. Et puis le climat, tu vois, on n'avait pas une voiture équipée, on n'arrivait pas à se déplacer, donc c'était compliqué. Donc ça a été notre année d'essai. Ok. Donc on est redescendu en France. Donc on était dans le Uppland, donc à Sør-Frøen, hein, déjà. Entre-temps, on est reparti un petit peu dans notre galère en France avec ces petits boulots, pas forcément des possibilités de logement, pas forcément de possibilités d'acheter. Ouais. Donc, on est reparti en 2003 parce qu'on avait une petite fille et on s'est dit vivre dans un camion avec un bébé, c'est pas possible. C'est pas Et, terrible. et malgré tout, la Norvège, tu vois, nous avait donné cette possibilité de trouver du boulot. Donc, on est reparti, on a re-rencontré la même personne chez qui on avait travaillé, qui nous a logés pendant un petit moment, le temps qu'on retombe sur nos pieds. Mhm. On avait quand même rencontré des gens en 2000, faut pas non plus exagérer, dont un Ouais. qui était tondeur de moutons.
et qui avait dit à Philippe: «Si tu remontes, je t'apprends à tondre». Donc en remontant, vu que c'était en octobre et que c'était en pleine saison, Philippe a appris à tondre. Moi, OK. j'ai trouvé des petits boulots et puis lui aussi. Et puis de fil en aiguille, on a trouvé un boulot et un logement sur une ferme en moutons où on était remplaçant et donc logé. Et Philippe travaillait dans d'autres fermes, plus la tonte. En gros, on a commencé D'accord. ça vraiment, on est installé depuis 2003. Pendant combien de temps vous avez fait ces petits boulots-là avant d'avoir votre propre exploitation? Alors longtemps parce que, il fallait quand même qu'on ait un petit peu, d'argent en banque avant d'investir et puis des Ouais, exploitations, il y en a non plus pas, tant que ça. Donc de 2003 à 2012, on est resté quand même 9 ans, hein. Il y a que, d'accord. voilà. En fait, 2003 de 2012, c'est l'année où on a acheté notre exploitation, mais on a pu, comment dire? En tout cas louer l'habitation de cette exploitation à partir de mai 2009. D'accord, donc vous étiez déjà sur place avant et puis vous avez eu l'opportunité de pouvoir acheter l'exploitation, après? Voilà, la personne en fait, le propriétaire était en maison de retraite, il était sénile, donc il pouvait pas vendre et à son décès, c'est-à-dire en 2011, le processus de vente a été mis en route et quelque part, on a été un petit peu prioritaire parce qu'on habitait Parce que déjà vous étiez déjà sur place, ouais. et surtout parce qu'on avait un projet d'installation. Alors je suppose qu'au bout de 10 ans, vous étiez bien intégrés, vous parliez, la langue et cetera, mais c'est facile d'acheter une exploitation en Norvège? J Non, c'est pas si facile que ça. L'intégration, oui, on était intégrés et je pense que c'était quand même nécessaire parce que quand tu fais partie d'un milieu agricole, en tout cas nous avec le remplacement et la tonte, tu entends parler des petites exploitations qui sont en vente. Parce que sinon, je pense que tu en trouves, mais disons que tu as le soutien de la communauté quand tu es quand même déjà inclus. Tu vois, les Norvégiens, ils sont quand même c'est quand même un esprit de famille, je trouve. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? tout à fait. Donc oui, nous, on a été vachement soutenus. Tu vois, je me rappelle quand on avait le visioning, enfin donc la visite, tu avais les voisins qui faisaient des allers-retours en tracteur. Je me suis dit: «Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font?» Tu vois? Jamais ça m'arrive et en fait, ils nous ont dit après coup, ils ont voulu un peu faire peur aux autres. Tu C'est vois? En vrai? disant ouais, tu vois, c'est vachement, C'était un petit geste protecteur, ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. ouais, c'est chouette. Je me suis vraiment demandé ce qui leur arrivait. Et pareil, le taxman, donc celui qui a estimé la ferme, c'est quelqu'un qu'on Ouais, connaissait aussi. Et donc, il a été clean, hein. Les Norvégiens sont très droits, donc il l'a estimé au prix euh, qui valait, hein, tu au vois. prix normal, ouais. Mais dans un premier temps, il a mis l'exploitation en vente uniquement dans le secteur, en tout cas pour essayer de promouvoir un petit peu les jeunes locaux qui veulent De s'installer. la région, ouais. Et puis, un jeudi soir de 16h à 19h. Donc déjà, tu éliminais tous les gens qui venaient de loin, qui voulaient peut-être essayer d'acheter ici juste pour en faire une résidence secondaire. D'accord. Donc après, nous, on a pu donc faire une offre. Et donc, on a eu de la chance, on l'a eu. Mais voilà, donc c'est dans ce sens-là où on a eu vachement de soutien, oui. Que ce soit pour, acheter votre exploitation ou après pour le fonctionnement, est-ce qu'il y a des aides de l'État? Alors oui, pour l'achat en lui-même, on va pas dire que c'est à ce moment-là que l'État aide. Mais si tu veux faire de la restauration de bâtiments, en tout cas, ou construire des bâtiments, là, tu as des aides par un organisme de l'État qui s'appelle Innovation Norge. Et c'est assez intéressant parce que cet organisme aide plus les jeunes qui s'installent et ils aident encore plus les femmes qui s'installent. Ah ouais? Parce que la Norvège, ouais, la Norvège est quand même, Oui, il y a une grosse place pour l'égalité des sexes, par exemple, pour 10 demandes à Innovation Norge, si tu as deux demandes de femmes, elles vont être dans tous les cas prioritaires. prise, d'accord. Oui, elles seront prises. Et si c'est des femmes de moins de 35 ans, il me semble que c'est 35 ans, elles auront plus d'aide aussi pour s'installer. Vraiment, il faut en sorte que les femmes aient leur place dans le milieu agricole. D'accord, donc aide aux femmes et aide, aux jeunes. Et aide aux jeunes. Après, tu peux aussi faire des demandes, même si tu as plus de 35 ans, mais ça ne sera pas au même taux, si tu veux. Tu ne vas pas être aidé de la même manière. Donc, tu as ces aides-là pour quand tu viens d'acheter, ou même après, hein, si tu veux investir dans un bâtiment, tu peux demander des aides. Tu ne vas pas toujours les avoir, mais tu peux OK. les demander. Donc, tu as cette aide-là. Et puis après, bah, les aides au fonctionnement, tu as quand même pas mal de primes. Tu as les primes à l'herbe, c'est-à-dire quand tu fais pâturer tes bêtes, tu as le prime en fonction du nombre de bêtes, si tu es en zone de montagne, si tu utilises la montagne, la prime de qualité. La prime de qualité s'appelle le COESL. Alors, c'est en fait des critères que tu dois remplir
pour prouver que tu vas fournir de la qualité, en gros. D'accord. Mm. Juste un petit truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est qu'avant, la Norvège aidait plus les toutes petites exploitations. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même pas mal de pression de l'Europe. Les grosses fermes vont être peut-être un peu plus aidées que les petites. Ou D'accord, en pour tout aider cas, au développement et... ouais, peut-être pas plus aidées, mais en tout cas, les petites ne sont plus prioritaires sur ces aides-là. Est-ce qu'il y a des aides, par exemple, pour contrer un petit peu quand il y a des intempéries ou des choses comme ça? Oui, 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 comme par exemple, il y a 3 ans, il y a eu pas mal, tu sais, il y a eu une sécheresse en Norvège. Oui, oui, Ouais, ils ont mis en, on a eu des aides parce qu'on n'avait pratiquement pas de fourrage. Donc, il y d'accord. a eu aussi des aides où la Norvège a recherché du fourrage à l'étranger Ouais. et a donné aussi les moyens aux agriculteurs d'acheter ce fourrage qui était hyper cher. Qui était cher, du coup, ouais. Vous faites quoi exactement sur cette exploitation? Alors, on a un troupeau ovin, donc on a 87 brebis pour être exact. On a Ouais, 2 races. On a donc la race traditionnelle norvégienne, la brebis blanche de Norvège. On en a en majorité, c'est quand même des brebis à laine, mais surtout à viande aujourd'hui. Et on a aussi, je dirais une vingtaine de têtes de brebis qui s'appellent des pelsau. C'est des brebis où on reprend les peaux, tu vois, pour faire les coutures et les imprimeries un peu traditionnelles. Donc on en a une vingtaine de comme ça aussi. OK, donc exclusivement, brebis? Brebis, oui. OK, super, et vous faites, des fromages aussi, du coup, travail de la laine et tout ça? Alors non, fromage, si vraiment j'ai du lait en trop, je fais des yaourts pour nous, mais Mais après, c'est pour vous, produire, quoi? c'est quand même, tu vois, c'est déjà plus difficile. Quoique l'idée nous était venue, tu vois, au début, mais bon, voilà. Ouais. Par contre, donc je reprends, quand j'envoie mes agneaux pels, donc les brebis de couleur, je demande en retour les peaux et donc soit je les vends en direct, soit je les transforme. D'accord. Donc je couds et j'imprime les peaux. Tu fais quoi exactement avec ces pots, alors? Alors, soit des couvre-lits, soit des moufles, des décorations quelconques. Pas mal. Ce qui est bien traditionnel aussi, c'est quand même dans les huttées, justement, ils mettent des pots sur les lits ou bien sur les fauteuils à l'extérieur. Donc, c'est ce genre de choses-là, tu vois, qu'on fait avec. Tu les vends, à la ferme directement ou tu les envoies dans des boutiques, Alors, je les vends à la ferme uniquement. Et puis, bah, donc, quand j'ai des gens qui passent, bah, il y a pas mal de gens qui m'en prennent, oui. Tu me disais que vous aviez été, bien soutenus, par les autres exploitants et par les gens, autour? Alors oui, parce que quand on a racheté notre ferme, donc il y avait plus rien, enfin, elle n'était pas exploitée depuis au moins 10 ans. Donc comme je t'ai dit, on fait de la tonte. Donc les agriculteurs ovins ont trouvé ça vraiment chouette. Donc il y en a pas mal qui nous ont donné un mouton pour Ouais. commencer. Et puis un autre agriculteur qui voulait arrêter a maintenu une année de plus son petit troupeau pour qu'on puisse le reprendre. Pour la Ah simple, super. voilà, ça c'était vraiment chouette et il nous a aussi Ouais. permis de choisir les agneaux de renouvellement qui pour quand on allait reprendre. Parce qu'en plus, ce monsieur-là, il a le droit de lâcher ses moutons à la montagne au même endroit que notre exploitation. Donc c'était vraiment super important pour nous et super intéressant de pouvoir reprendre ce troupeau-là. D'accord, donc vous avez récupéré le troupeau, après? Ouais, et on a récupéré un troupeau alors qu'il voulait arrêter, plus ce que les gens nous ont donné. Et d'ailleurs, les pels, ça a commencé comme ça, enfin les brebis de couleur, parce qu'on nous en a donné une. Ouais. Et puis après, il nous a dit, bah, je vais vous passer le bélier pour avoir des agneaux, etc. Donc oui, oui, à ce niveau-là, en tout cas, et les agriculteurs et les gens chez qui on travaille pour la tente régulièrement nous ont vachement soutenus. D'accord, donc bonne entraide, bonne ambiance, Oui, oui. Et puis, par exemple aussi, on lâche donc nos brebis à la montagne, mais on n'est pas les seuls. Donc, on arrive quand même bien à travailler avec les autres agriculteurs. Tu vois, si on a des brebis qui sortent du périmètre, euh, à l'automne, on se téléphone beaucoup, on va chercher, on récupère les bêtes des autres si elles sont sous notre nez. Enfin, tu vois, il y a quand même d'accord. Beaucoup d'entraide. ouais, beaucoup d'entraide. Je fais participer les auditeurs en leur proposant de poser des questions et Olivia a fait une remarque intéressante. Elle disait qu'on laissait quelquefois pâturer les animaux en forêt en Norvège alors que c'est totalement interdit dans d'autres pays. Qu'en penses-tu? D'abord, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la forêt. Souvent, c'est ça, c'est c'est les zones de pâturage en fait. Tu sais que l'été, les Norvégiens lâchent leurs bêtes à la montagne. Ouais.
Donc, la montagne, ça peut et c'est souvent beaucoup de zones de forêt. Donc, à partir du moment où c'est considéré comme zone de pâturage, les bêtes ont le droit de pâturer. D'accord. Donc, c'est pas comme en France. Euh, les Norvégiens, s'ils ne veulent pas que leur territoire soit pâturé, ils doivent le clôturer. Tout ce qui est non clôturé, c'est une zone de pâturage et les bêtes peuvent y aller librement. D'accord. Quand je fais des tours avec les touristes l'été, les gens remarquent souvent qu'on voit peu d'animaux dehors. Alors on voit pas mal de moutons dans certains coins, comme dans le Haut-Land d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit peu de vaches par exemple, alors que les Norvégiens consomment beaucoup de lait pourtant et consomment de la viande de bœuf. Alors elles sont où ces vaches? Les vaches, elles peuvent être à la montagne aussi. Certaines sont aussi en estive l'été. Donc, les agriculteurs déménagent pour 2, 3 mois à la montagne. Ils les traient sur place et le lait est ramassé. Sinon, elles sont autour des exploitations. Par contre, les exploitations, bah, les touristes vont pas forcément conduire devant. Donc, c'est sûr qu'on les voit pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je leur dis souvent, c'est qu'elles sont là, mais elles sont plus loin, on les voit pas, quoi. Alors à chaque fois, ils pensent que je rigole, tu vois, que je dis ça pour me moquer d'eux, dans le sens, non, mais il y en a pas, en fait. Mais je leur dis, non, non, mais je rigole pas, elles sont là, mais elles sont là-bas, quoi. Bah, si tu veux, on va pas les terres exploitables, c'est rare qu'on mette des vaches à pâturer dessus, puisque les vaches laitières, elles vont être autour des exploitations. Donc, c'est vrai que quand tu conduis et que tu prends une route principale, tu vas pas conduire devant ces exploitations. Donc, c'est sûr qu'on les voit pas. Ok. Et alors, il y a quoi comme race en Norvège? Alors, en vache laitière, à ma connaissance, en tout cas dans notre coin, il y a la NRF, c'est la Norsk Rødfe. Il y a certainement une ou deux vieilles races aussi, mais qui sont et laitières et allaitantes. Mais celle-là, c'est la principale, hein, la NRF. Sinon, en allaitante, il y en a quand même pas mal aussi. Ils ont pas mal de charolais canadiens, Angus, Simmental. Ils ont aussi des croisements, limousines. Et sinon, en race traditionnelle, il y a, au niveau chez nous local, ça s'appelle la de la Fée. Sinon, tu trouves des Telemark-Fée ou Trondøsh. Donc il y a un bon petit mélange de différentes races Oui. quand même. Et les allaitantes, je ne parle pas des taurillons ou des petits mâles, mais sinon, les allaitantes, elles sont aussi lâchées à la montagne libre l'été, hein. Donc, c'est pour ça que tu les vois pas en bas, les Ouais, allaitantes. c'est ça, elles sont en pâturage. Voilà. Donc, je pense que tout ce qui est taurillon, enfin, les petits mâles, ils restent à l'intérieur de l'étable. Il y en a peut-être qui ont des endroits parqués, vraiment sécurisés pour les lâcher, mais sinon, elles sont pas autour non plus des fermes, elles sont aussi à la montagne. Parce que c'est vrai qu'une spécificité des fermes norvégiennes, c'est que pas mal d'exploitations ont deux fermes en fait. Il y a une ferme d'hiver et une ferme d'été. Oui, oui. Disons que la ferme d'été, ça permet quand même d'économiser les terres du bas de la vallée pour pouvoir faire les cultures, faire l'herbe dont on aura besoin tout l'hiver. Parce que les bêtes, quand elles sont à la montagne l'été, elles sont libres, elles sont pas parquées. Ouais, Donc c'est ça, elles ont des territoires immenses. donc c'est liberté. C'est liberté face aux prédateurs. Ouais, c'est ça. Mm. Et justement, par rapport aux prédateurs, il y a beaucoup de pertes en Norvège. Ah, ça dépend où. Ouais. Dans votre région, il y en a? Ouais, oui et non. Et puis, c'est pas toujours les mêmes prédateurs. Nous, sur notre commune, si tu veux, on a 2 versants. On a pas mal de gloutons. Gloutons, ça, on va dire que c'est entre, le blaireau et l'ours, si je dois Ouais, lui c'est ça, c'est un donner petit voilà, ours. voilà, très agressif. On a donc des passages d'ours. On peut avoir des passages de loups, Vous avez des ours dans votre région? ouais, mais c'est pas je pense ils sont de passage. L'ours, c'est un petit peu comme le glouton, ils font quand même pas enfin, où je lâche mes bêtes, hein. Ouais. Le glouton, nous, il est dangereux au printemps et à l'automne. Au printemps parce que je pense qu'il a faim, il veut de Il la a viande faim? fraîche Ouais. et on vient de lui en amener, et à l'automne parce qu'il va faire ses réserves pour l'hiver. Ok. L'ours, c'est pareil, au printemps il se réveille, donc il a envie de viande fraîche. L'été, il est assez tranquille parce qu'il mange plus des baies, et l'automne, il va faire ses réserves. Donc c'est pareil, il repart un petit peu sur la viande fraîche. Après, on a des aigles royaux, Ouais. donc eux aussi, Un ben, aigle peut tuer une brebis. un agneau en tout cas, ouais. Un Mm. agneau, Il va d'accord. pas l'emporter forcément quand ils sont trop gros, mais il le tue et puis il mange ce qu'il a la place dans l'estomac et puis voilà. D'accord. On a aussi des lynx. Par contre, les lynx, ils sont plus en bas dans la vallée. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des loups?
Oui, loup aussi, mais nous, c'est plus de passage. Et souvent, c'est des loups solitaires. Donc après, c'est quand même un gros débat. Nous, ce qui nous fait un peu peur quand on a le loup solitaire, c'est que tu vois, il y a quand même. On estime qu'il peut y avoir jusqu'à 40 bêtes blessées ou tuées sur 24 heures quand tu as un loup solitaire qui commence Ah à. ouais? Mm. Un loup solitaire, c'est plus dangereux qu'un loup en meute. En meute, disons que je pense qu'ils vont tuer plus pour se nourrir que lui, il tue pour tuer. Ah d'accord. Est-ce que t'en as déjà vu des ours? Non, mais par contre, juste un petit peu au-dessus, il y a, oui, j'ai entendu dire un petit qui se promenait en vélo, qui s'est retrouvé né avec un Oh, ours et c'est apparemment vrai? il a jamais fait du vélo aussi vite, Ah, tu apparemment. m'étonnes. L'agriculture norvégienne est en fait plus animale que végétale. Le pays atteint une certaine autonomie pour la production de pommes de terre, par exemple, avec 80% et 60% pour les céréales, mais la plupart de ces récoltes sont cultivées pour nourrir le bétail. Le pays satisfait environ 55% de la consommation pour les fruits, mais seulement 5% pour les légumes. Et on trouve dans le centre de la région des fjords pas mal de fruits, donc comme les pommes, les cerises, les prunes, les poires, les fraises, les framboises, entre autres. Les touristes sont toujours assez surpris de manger de très bonnes fraises bien sucrées dans la région de Valldal, par exemple. Donc il y a plus de la moitié des ressources consommées en Norvège qui sont importées, ce qui explique aussi pourquoi les produits sont assez chers. Est-ce qu'il y a aussi des exploitations céréalières dans votre région? Il y en a un petit peu, mais c'est plutôt ils sont en combinaison avec élevage. Dans notre région, je pense que quand ils produisent des céréales, c'est principalement pour le bétail. Qu'est-ce qu'ils cultivent comme céréales? En céréales, on va trouver orge, triticale, avoine, par exemple, blé de Norvège. Grosso D'accord. modo, c'est ça. Je veux juste un peu rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'ils produisent peu. Ouais. Euh, Moi, quand je suis arrivée en Norvège, enfin nous, quand on est arrivé en Norvège il y a 18 ans, 20 ans même, Mhm. quand tu allais en magasin, tu trouvais pas autre chose que pommes de terre, carottes, choux et oignons. Donc, D'accord. je pense que c'est le fait qu'il y ait peu de production de légumes, c'est aussi un petit peu par rapport à la culture, tu vois. Jusque-là, ils ne le consommaient pas. Ouais, Tu c'est vois, ça. Ouais. c'est assez récent. Alors que les fruits, ça a quand même été plus, tu vois, ils font beaucoup de confitures, de conserves. Déjà, tu vois, Ouais, c'est vrai. je pense que tu vois, tu peux l'expliquer un petit peu comme ça aussi. Mais je pense que ça va peut-être un petit peu changer, que dans le sud de la Norvège, il y aura plus de production, oui, de légumes en tout cas. Qu'est-ce qu'on cultive du coup comme légumes en Norvège? En plein champ, tu vas te retrouver sur pommes de terre, choux, carottes, oignons, grosso modo, ça reste là. Après, maintenant, sous serre, je pense qu'ils commencent à faire un petit peu, tu vois, genre les tomates, enfin, tomates, Ouais, courgettes, à diversifier un mais peu. voilà, ils diversifient. Mais je pense que ces produits-là, tu vois, tomates, courgettes et tout, ça doit être ceux qui sont le plus importés. Alors que tu vois, tout ce qui est carottes, choux, pommes de terre, oignons, ça c'est norvégien. Bah, c'est vrai que justement, quand je compare les prix un petit peu de l'alimentaire et puis des légumes, je compare souvent avec le prix des courgettes, parce que moi, c'est mon légume préféré, la courgette, j'adore Mm, ça. Et c'est juste hors de prix en Norvège. C'est entre 15 et 20 couronnes la courgette. mm, Donc c'est genre 2 euros la courgette. En France, c'est le prix du kilo. oui, mais c'est beaucoup moins cher que ce que c'était en plus. Donc ouais, donc moi c'est pour ça Mm, que c'est vrai que je fais un depuis l'année dernière là, j'ai un potager et j'ai cultivé des courgettes, ça pousse très bien et je me régale avec mm. mes courgettes, du jardin. Quand on est arrivé, donc on va dire en 2000, tu pouvais trouver, tu vois, des tomates. Mais genre le kilo de tomates, c'était à 50 couronnes, le Oh, kilo. ah ouais, le kilo quoi, Le 50 kilo. couronnes le Et kilo, c'était pas des c'est tomates très bonnes, hein, je veux dire, c'était celles qui étaient un peu orangées, un ah petit ouais, peu même pas à peine insipides. mûr quoi. Oui, Ouais, oui, oui, peut-être qu'à Oslo, tu avais plus de variétés, tu vois, parce que malgré tout, c'est là aussi où tu as le plus de mouvement de population. Mais en tout ouais. cas, nous, où on habite, les tomates, je pense que les gens en mettaient juste pour décorer, tu vois. Et moi, j'essaye des courgettes. Par contre, là où j'habite, il faut que je les mette sous serre. Et quand je les ramasse en août, je suis C'est ravie. ouais, c'est top. Dans les questions des auditeurs, il y a Claudie qui demande: «Qu'en est-il de la permaculture en Norvège et c'est quoi déjà la permaculture?» Alors, la permaculture, c'est un mode d'agriculture fondé sur les principes de développement durable, respectueux de la biodiversité et de l'humain, imitant le fonctionnement des écosystèmes naturels. En Norvège, on n'en entend pas vraiment parler, en tout cas pas là où, pas vers chez nous. Je pense que
le temps de culture en Norvège, il est trop court pour qu'on puisse penser permaculture. Ouais, c'est Mais ça. c'est ma façon de le voir. Je pense que ça s'adresse peut-être aussi un peu plus aux zones où il y a fruits maraîchage. Et donc, tu vois, il n'y en a pas Ouais, non peut-être plus un tant peu que ça. plus autour des fjords, genre autour du Hardanger ou tout ça, Voilà, peut-être. peut-être que les gens qui auront des pommiers, ils vont mettre des cassissiers en dessous, tu vois. Moi, j'ai pas une grande connaissance sur la permaculture, donc peut-être que eux le font, mais j'ai pas l'impression D'accord. qu'on en entend beaucoup parler En sinon. tout cas, c'est quelque chose qui est pas très répandu en Non, Norvège, quoi. non, non, c'est pas répandu en Norvège, non. Concernant les céréales dont on parlait juste avant, quel est le rythme des moissons? Chez nous, quand ils arrivent à moissonner fin septembre, c'est bien. OK, Des fois, c'est même en octobre, donc ça n'a rien à voir avec la France où souvent mi-juillet, c'est tout bouclé, tu vois. Après, d'accord. pour ce qui est fourrage, heu, souvent, ils peuvent commencer à faucher en foin, donc tout ce qui est herbe, en juin. Parce qu'en juin, il fait jour tout le temps. Et Ouais. donc, d'un seul coup, tu as une explosion de la végétation et tout va super vite. On passe pratiquement de la neige à l'herbe en l'espace de peut-être 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'explique souvent quand les gens me demandent comment est le climat en Norvège, etc. J'explique que on a un hiver et un été assez contrastés, mais Mhm. qu'en gros, les intersaisons, printemps et automne, c'est vraiment court, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, les années se ressemblent pas forcément, tu vois? Ma fille est née début juin, donc début juin, j'ai pu fêter son anniversaire, dehors à 30 degrés avec les pieds dans l'eau ou bien Ouais. avec, des vestes d'hiver parce qu'on avait une tempête de neige. En doudoune et sous la neige. En doudoune et sous la neige, Ouais. avec, des températures un peu, fous. Et nous jusqu'en mai ou même, en tout cas tout le mois de mai, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec de la neige un matin, Avec un tu peu de vois? neige, ouais. Mmh. Ouais. Et alors OK. qu'en juin, si tu veux, les brebis, on va commencer à les lâcher mi-mai, parce que là, on va bientôt commencer l'agnelage, donc elles sont à l'étable on va dire jusqu'à mi-mai. On va commencer à en lâcher. Et en un mois, on va pouvoir déjà les monter à la montagne. Elles restent en pâturage autour de la ferme uniquement un mois. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, quand on commence les tours au mois de juin, quelquefois, on voit les premières coupes en fait dans les champs, et souvent les gens sont surpris en disant: «Oh là là, mais c'est déjà la première coupe. Mais oui, oui, mais c'est ça, en 2 semaines, ça explose. Si tu veux, nous, souvent, on rentre dans l'agnelage mi-avril, tu as encore un arrière-goût d'hiver. Quand on sort de l'agnelage mi-mai, heu, le printemps est quasi fini. Souvent, tu vois, tu sens arriver l'été. Ouais, c'est Quand ça, c'est mmh, plus un petit parfum d'été. mmh. Oui, oui, c'est ça. Par rapport aux moissons pour le fourrage, il y a plusieurs coupes. Tout dépend si tu as lâché tes bêtes, donc qui vont, manger la première coupe, mais sinon, il y a 2 à 3 coupes, oui. Du coup, ça va jusqu'à septembre, fin septembre. Oui, après ça dépend où, parce que rien que nous, dans notre commune, les gens qui sont au bas de la vallée, ils vont, pas avoir les mêmes températures que nous qui montons en altitude, si tu veux. Ceux du bas de la vallée qui sont je pense que c'est à 200 mètres d'altitude, le bas de la vallée, ils vont pouvoir faire 3 coupes. Nous qui sommes à 650, on va en faire 2, et à la montagne, à 900, ils en feront qu'1. Ouais, donc c'est vraiment différent en fonction des régions, Oui, non, mais là, c'est même sur la même commune, tu sur vois? la même commune, ouais, c'est Mmh. ça, en fonction de l'emplacement sur la vallée, comme tu Voilà, dis. oui, et de l'altitude, en fait. Est-ce qu'il y a des soins spécifiques à apporter aux animaux à cause du climat en Norvège par rapport à la France, par exemple? Déjà, nos bêtes, elles sont, en tout cas, je parle toujours pour notre secteur, hein, elles sont, dans l'étable pendant, vraiment longtemps, on va dire de octobre à mai. Donc pour ça, c'est vrai que tu as plus de risques, bactériologiques. Ouais, Donc nous, par exemple, les moutons, elles sont pas sur litière, elles sont souvent sur grille plastique ou métallique ou sur caillebotis avec, le lisier qui tombe en cave. Donc tu vois, elles vont pas marcher dans leurs excréments, par exemple. Les vétérinaires, qui aident aussi, ouais, donc qui nous conseille bien. Entre autres, en Norvège, c'est le vétérinaire a le monopole des antibiotiques et des médicaments. Donc d'accord. tu n'as pas la liberté, de soigner tes bêtes comme tu veux. Et personnellement, je trouve ça bien parce que ça nous permet aussi de pas en abuser, de pas soigner n'importe comment, Ouais. et peut-être exagérément des bêtes. Mmh. Du coup, au Heu, moindre problème, de toute façon, faut appeler le véto, quoi. faut appeler le vétérinaire, ouais. Ouais. Le truc aussi, c'est que, bah, je lis quand même pas mal
de journaux agricoles, ce Mhm. qui est dit quand même, alors c'est ce que je lis, hein, ça vient pas forcément de moi, mais que par exemple, par rapport aux exploitations euh, porcines, il y a beaucoup moins de traitements qu'en France. Donc, tu vois, bien que les bêtes soient longtemps dedans, c'est quand même raisonnable. Tu vois, on va pas leur donner des antibiotiques au cas où, on leur donne des antibiotiques pour les soigner. C'est pas préventif. D'accord, c'est vraiment quand il y a un problème, quoi. Voilà. Donc, la viande, si tu veux, je pense que c'est une viande de qualité quand même qui est produite. Tu disais, ils passent 2 tiers de l'année à l'intérieur. Le reste de l'année, c'est libre dans les pâturages, comme tu disais tout à l'heure. Un mois, les pâturages autour de la ferme, en tout cas pour les moutons, pour laisser un petit peu le temps à l'herbe de pousser à la montagne, si tu veux. Ouais, Et puis, regarder que nos agneaux soient assez gros. On les envoie pas non plus tout petits parce qu'après, ils sont lâchés libres, tu vois. ouais. Donc, on va dire qu'ils sont dehors en pâturage autour de la ferme de mi-mai à mi-juin. Mi-juin, aux environs entre le 10 et le 20 juin, on les monte à la montagne. Ils sont lâchés jusqu'à fin août, septembre. D'accord. C'est à combien de temps de chez vous le pâturage d'été? Le pâturage d'été, nous, c'est juste à côté. On va dire que c'est à 8 kilomètres de chez nous. D'accord. Mhm. Mais 8 kilomètres, c'est là où on a un parc pour pouvoir les rassembler quand on va les chercher. Après, elles peuvent aller où elles veulent, si tu Ouais, veux. c'est ça. Après, c'est liberté. Alors, 8 kilomètres, c'est l'endroit où on les lâche. Après, nous, on commence à aller les chercher fin août, à les rabattre. Donc, c'est une période qui est assez intense, qui peut être Ouais. sympa comme frustrante. Ça s'appelle le sanking. Donc, on va chercher nos bêtes. Donc, nous, par exemple, on a une équipe où on est sur un week-end. On va essayer de sillonner un périmètre où nos bêtes sont censées être. Donc là, on en récupère quand même une grosse partie, tu vois. Ouais. Vous avez des chiens? On a un chien et sinon, on a des amis, par exemple. Ok, bah, si ça marche. Donc, c'est la même équipe qui vient depuis qu'on est installé. Donc, ils ont l'habitude. C'est un petit peu un week-end festif où on rabat nos brebis. Et honnêtement, le sanking, il va durer jusqu'à. Nous, on fait fin août parce que c'est là que le glouton arrive. Donc, moi, j'ai envie D'accord. aussi de, tu vois, éviter ça. C'est en Après, prévention avant que les gloutons s'énervent un peu. voilà. Après, d'une manière générale, il nous faut quand même tout le mois de septembre pour trouver tout le monde parce que les dernières sont parties un peu plus loin. Il suffit Ouais. qu'il y ait eu un prédateur, ça leur a fait peur, donc elles vont plus loin que prévu. Tu as toujours des trucs qui se passent. Les jeunes, elles vont peut-être suivre des brebis qui ne sont pas les nôtres, donc elles vont se retrouver hors secteur aussi. Mais d'une manière générale, le premier week-end de Sanking, donc fin août, là, on en a quand même ramassé pas mal. D'accord. À quelle distance le plus loin vous avez retrouvé des bêtes? Je dirais 30 kilomètres. Ah ouais, quand même. Mhm. C'est des petites aventurières, hein. Elles sont contentes de rentrer en général? Oui, 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 bah, en principe, tu sais, nous, on est déjà en zone de montagne, donc elles peuvent quand même un petit peu se balader si elles veulent. Donc, en Ouais. principe, elles se mettent devant le portail et moi, ça m'exaspère. Je me dis, elles ont passé 7 mois dedans. Je pense que tu leur ouvres la porte de l'étable, elles rentrent en courant, tu vois. Elles Mais bon, rentrent dedans en courant, ouais, c'est clair. ouais. Je crois que les noires, nos pelles, elles tireraient plus de la chèvre. Elles sont très curieuses, tu vois. Ouais, elles sont marrantes. Oui, c'est vrai que j'avais rencontré quelqu'un qui en avait, qui disait qu'effectivement, c'était une race qui avait un comportement vraiment différent. Mm. Oui, oui, elles sont très sociables. Tu vois, moi, quand j'ai du monde qui vient à la ferme, en principe, elles sont derrière la barrière, quémander un petit peu un bout de pain éventuellement. Parce que bon, les caresses sont peut-être pas exagérées, mais en tout cas, un bout de Ouais, pain, oui, volontiers. ouais. Dans les questions des auditeurs, il y a Louise aussi qui demande quelle est la position de l'État par rapport à l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'on utilise des engrais en Norvège? Est-ce qu'il y a du bio? Comment ça se passe? Alors, en Norvège, pour utiliser des pesticides, les agriculteurs doivent prendre des cours. C'est super strict. D'accord. De toute façon, c'est pas très populaire d'en utiliser beaucoup. Les gens sont quand même assez ils sont raisonnables, les Norvégiens. Ouais. Si tu veux donc utiliser des pesticides, donc tu dois prendre donc ces cours. Tu dois avoir un journal en fait. Tu dois tout écrire. Donc contre quoi tu traites, quand est-ce que tu l'as fait, les températures, le temps. C'est quand même vachement rigoureux. D'accord. Vous Euh, l'avez faite, vous, cette formation? non, parce que nous, on n'en utilise Parce pas. que vous en Non, utilisez pas. donc souvent les pesticides, c'est pour ceux qui font des céréales. Nous, on n'en fait pas.
céréales ou les légumes, si tu veux, mais nous, on n'en fait pas. Ouais. Et puis, j'en parlais un petit peu avec un agriculteur, il disait qu'aussi en Norvège, vu le climat, il n'y a pas tant d'insectes que ça. Donc, tu vois, ça reste quand même aussi. C'est un peu autoprotégé par le climat, quoi. Ouais. Pour ce qui est de l'engrais, c'est un petit peu pareil. Toutes les années, tu as un expert qui vient faire des analyses de sol de toutes tes terres pour te dire quel genre d'engrais il faut que tu mettes, les quantités maximum, et c'est pareil, il faut tout l'écrire dans un journal. Donc tu vois, C'est hyper contrôlé, quoi. ouais, ouais, c'est hyper contrôlé et honnêtement, je trouve que c'est raisonnable. D'accord. Et ça, Oh, quelle que soit l'exploitation, quoi. Quel que oui, oui, soit ce oui, qu'on oui. y fait, ça, c'est contrôlé. Par exemple, je pense que si tu ne fais pas ce cours et que tu n'as pas ces contrôles par rapport à l'engrais ou à tout ça, tu ne peux pas rentrer dans le cadre du qualité contrôle. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es obligé de le faire, d'y être dans ce qualité contrôle. C'est obligatoire, ouais. Tu es obligé de passer par tout ça. T'es obligé de le faire, en fait, ouais. Je pense que Ok. là, si tu le fais pas, on peut te demander d'arrêter. D'accord. Et par rapport à l'appellation du bio, Du bio, il y en a pas eu. C'est pas très populaire en Norvège parce que je pense qu'encore une fois, tu vois, c'est assez raisonnable. Et puis, par exemple, on le dit pas forcément, mais nos agneaux qui reviennent de la montagne, ils ont pas mangé autre chose que de l'herbe de la montagne. Donc, c'est pas des agneaux qu'on va appeler bio, mais dans le fond, si tu veux, mais ils c'est sont des un peu agneaux bio, bio. en fait. Oui, oui, Ouais, c'est ils ça, sont bio, ouais. tu vois, jusqu'à ce que sauf si bien sûr, il faut que tu les rentres dans les tables et puis que tu commences à leur donner un peu de grain pour qu'ils soient prêts à l'abattage. Mais Mhm. d'une manière générale, tu vois, jusqu'en septembre-octobre, tes agneaux, ils n'ont pas mangé autre chose que de l'herbe. Que de l'herbe, ouais. Et de l'herbe de montagne, en plus, Ouais. tu vois. Mm. Après, d'une manière générale, il n'y a plus d'agneaux en étable à partir du mois de novembre au plus tard, tu vois. Donc, il y en a qui Ouais. auront peut-être mangé un peu de grain pendant 15 jours, 3 semaines ou Ouais, un c'est mois. ça, mais une période super courte, quoi. Mais d'une manière générale, le premier agneau qui est très populaire en Norvège, c'est pas marqué bio dessus, mais il l'est, Mais hein. il l'est, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Après, bah, il y a quelques exploitations qui font du bio, mais c'est déjà compliqué parce que, il faut trouver les produits bio. En Norvège, il y a pas beaucoup de production bio, donc tu vois, c'est toujours la même chose. Ouais. Ouais, parce qu'il faut du bio pour faire du bio, quoi. Voilà, ouais, si tu veux, en tout cas, je te parle d'élevage, hein. Ouais, ouais. Si tu veux faire des moutons bio, il faut que tu trouves du grain bio, il faut que tu trouves du fourrage bio. Du Ouais. coup, tu vas faire baisser quand tu fais du bio, t'as pas beaucoup de rendement. Ici, bah, malgré tout, c'est pas pour rien qu'on monte les bêtes à la montagne, c'est qu'on n'a pas non plus des surfaces pour faire du fourrage qui sont énormes, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça a limite. Mais je te dis, tu vois, l'engrais et tout, les gens sont raisonnables, hein. Dans la région où vous êtes, des exploitations, il y en a beaucoup? Je vais te dire, sur la commune de Surfron, il y a 3000 et quelques habitants et il y a encore 200 exploitations. Ah ouais, c'est énorme. Oui, et qui fonctionnent. Et il y en a beaucoup qui ont arrêté depuis qu'on est là, hein. Donc oui, oui, il y a des toutes petites exploitations avec 50 moutons. Et puis là, celle-là, par contre, les grandes, tu les comptes. En tout cas, en moutons, je dirais qu'il y a 2 exploitations qui ont vraiment un gros cheptel. Sinon, d'une manière générale, tu as des cheptels de 200 têtes. D'accord. Après, en vache laitière, il y en a pas mal, oui. Et c'est pareil, hein, c'est pas des grosses exploitations. Je pense que ce qui est considéré comme gros, entre guillemets, c'est des exploitations qui ont entre 30 et 40 bêtes à traire. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Ah ouais, c'est pas énorme, ouais. Mm. Et après, en vache allaitantes, il y en a aussi quelques-unes. Il y en a une ou deux qui sont un peu grosses. Je pense à une. Mais, euh, mais sinon, c'est raisonnable aussi, hein. Je pense que les gens, ils ont 40 bêtes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont plus réactifs. Donc, qui vont avoir une petite ferme avec 50 moutons ou 10 vaches et qui vont travailler à côté. Du coup, ils font autre chose en plus Oui, oui. à côté. Je pense qu'ils font par philosophie, ils ont une ferme par philosophie ou bien parce que c'était la ferme de leurs parents, tu vois, ils continuent. Et puis Mhm. parce que malgré tout, les Norvégiens, ils ont quand même un bon train de vie. Donc, avec 50 moutons, tu peux pas te permettre de tout faire, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'aussi, ils aiment ça, tu vois. Puis ça leur fait ça met du beurre dans les épinards, je pense, quand Ouais, même. c'est ça. Mm, mm. Mais c'est en plus d'autres choses, quoi. Ils ont un autre Oui, métier oui. à côté. Et souvent à plein temps, hein. C'est vrai? Mhm. Moi, je travaille à l'agnelage où on tond parce que mon mari et moi, mon mari est tondeur et moi, je trie la laine, tiens, entre autres, Ouais. toujours. Je travaille chez le maire qui a 200 moutons. D'accord. Donc, il est maire de la commune et il a quand même 200 brebis. Ah ouais, quand même. 250 même, oui, il me Un semble. gros loisir, quand même. Ah ouais, lui, je pense que c'est au-delà du loisir, Eh ouais. à mon idée, mais bon. Est-ce qu'il y a en Norvège des coopératives?
pas comme on l'entend en France, si tu penses au système de CUMA. Ce qu'on voit, c'est des gens, des petites exploitations qui veulent se réunir pour construire un bâtiment plus pratique et qui vont partager donc cet investissement en 3 personnes et qui vont diviser aussi le travail en 3 ou 4, enfin je dis 3. Ce genre de coopération, tu as. Après, tu pas beaucoup de coopératives. Et en termes de, par exemple, de regroupement pour la vente de produits, etc. Mmh, pas énormément encore non plus. Tu vois, souvent ce qu'on me demande, c'est est-ce qu'il y a des marchés comme il y a en France? Ouais, ouais. Il y a Non, il n'y en a pas trop en Norvège, hein. tu vas sur une par exemple comme nous, si tu vas sur une ville comme Lillehammer, tu vas avoir un truc, un simili de marché, mais c'est pas vraiment ça. C'est ça, c'est vraiment un simili de marché, c'est exactement ça. Ouais, Ouais. il y a une chose qui s'est faite l'année dernière, en tout cas dans le coin, c'est, ils ont fait en sorte de pouvoir mettre en vente nos produits et on n'est pas obligé d'être des professionnels. Par exemple, tu as, 10 kilogrammes de pommes de terre à vendre, tu vas rentrer dans un groupe qui s'appelle, je crois que Dans c'est notre coin, on a un truc qui s'appelle Rekoringen. oui, Rekoringen, c'est ça, nous Ouais. aussi. Et donc, je crois que c'est une fois par mois, peut-être un peu plus l'été, où celui qui a quelque chose à vendre va pouvoir le vendre tel jour Ouais. dans la cour de l'école. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Nous, dans le Vestfold, là, je crois que ça fait 2 ans qu'il y a ça. Et c'est je crois que c'est tous les 15 jours, le lundi, genre de 19h à 19h30. Ils se regroupent sur une place dans le centre-ville. Et puis, du coup, il y a plein d'exploitants qui vendent des Mhm, produits, du miel, des crevettes, enfin plein de produits frais. mhm. Mais sachant que la grosse différence avec le marché, c'est qu'au marché, tu sais que tous les lundis, tu vas trouver des salades, des carottes, des choux. Ouais. Que là, tu sais jamais vraiment ce que tu vas trouver. Encore, Tu nous, sais on pas est ce qu'il sur y a, ouais. Internet. Mais disons que tu peux pas dire, je vais faire mon achat de la semaine chez eux, tu vois. C'est Ouais. juste, tiens, lui, il a dû tuer une vache, je vais pouvoir acheter 5 kilos de bœuf. Ou tiens, lui, il a des salades. Mais tu vois, c'est pas comme le marché à proprement dit en France. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui me manque pour le coup par rapport à la France. C'est vrai que ce côté un peu aller faire un tour sur le marché avec les produits et tout, Mm, il y a vraiment pas. Alors, effectivement, dans les plus grandes villes, comme tu disais, bon, à Bergen, il y a le marché aux poissons, à Oslo, il y a des coins où il y a des marchés comme ça qui sont là régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas dans la tradition, comme en non, France, non. dans les petits villages, d'avoir le marché le dimanche où tu vas acheter ton poulet rôti et tes fruits, quoi. Pas du tout, mais de toute façon, tu vois bien que moi, ce qui m'avait marqué quand je suis arrivée en Norvège, j'ai touché un petit peu à plein de petits boulots aussi, tu vois, c'était assez intéressant. Et on Ouais. arrivait juste, on s'est retrouvés, j'ai dû servir à un mariage. Euh, et donc, ce mariage-là, j'ai été surprise parce que le repas a été bradé, mais en une demi-heure. Tu vois, alors que pour nous, le mariage, je pense que les gens doivent passer une demi-journée à table. Ah ouais, tu Par m'étonnes. contre, donc il y avait, il me semble, une quarantaine d'invités. Par contre, quand ils sont passés au gâteau, je pense qu'il y avait un gâteau par tête. Ah ouais, d'accord. Et là, ils ont passé la demi-journée, tu vois. Ah ouais, donc c'était la demi-journée gâteau en fait. En gros, et je pense que c'est tout à fait ça. Ouais, Tu vois, c'est la vrai que ça Norvège. reflète bien la Mm, culture gastronomique oui. norvégienne, c'est vrai. Alors qu'il y a de la gastronomie en Norvège, mais c'est juste qu'on l'aborde pas pareil qu'en France, Non, tu c'est vois. vrai. Elle est pas du tout mise en valeur et je pense que ce qu'il y a de dommage en Norvège, c'est que les gens, ils repartent de Norvège en se disant j'ai mangé que des kjøttkake, des pølser et ils ne mangent rien C'est d'autre. ça, Alors c'est qu'il exactement ça. y a autre chose, mais c'est juste que la Norvège, ils sont pas bons pour dire où trouver et puis c'est cher, pour Ah bah reconnaître. ouais, ouais, ouais. Je suis en train de préparer un article avec 10 endroits que je recommande qui sortent un petit peu des lieux touristiques les plus connus. Et votre région en fait partie. J'adore la région du Uppland. C'est vraiment magnifique. Et si je travaillais pas en audiovisuel, c'est vraiment une région où j'aurais adoré vivre. Vous faites du glamping depuis quelque temps. C'est la contraction donc de glamour et camping et vous avez un dôme arctique en location sur votre exploitation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, un dôme arctique, c'est une grande tente, elle fait 23 mètres carrés.
D'accord. avec des ouvertures par le plafond et une grande ouverture sur le devant, donc c'est des vitres plastiques pour le moment. Et donc, à l'intérieur, eh ben, c'est comme un appartement, si tu veux. Tu as un lit, un grand lit de place, une table, de quoi manger, de quoi un petit poêle pour faire le feu et tout. Et Ouais. donc, tu passes une nuit dans une tente de luxe, en D'accord. gros. Du coup, c'est avec un toit à ciel ouvert, quoi. Un toit Enfin, à ciel ouvert, mais c'est quand même plastifié, hein, donc c'est couvert, c'est transparent, quoi. c'est transparent et sur le toit et sur toute une partie de la tente. Donc parfait pour un petit séjour romantique à la belle étoile. Tu sais quoi? J'ai pas mal de gens qui font leur nuit de noces ou une C'est partie de leur vrai? voyage C'est de noces chez chouette. moi. Oui, oui. Ah, Et c'est beau. donc, tu as aussi une terrasse à côté pour pouvoir être à l'extérieur, faire des grillades si tu as envie. Et Ouais. puis, une salle de bain privative. Donc, il y a Ah, que il y a les gens. salle de bain et tout, du coup, Oui, dedans. pas dans le dôme. Moi, juste à côté du À dôme, côté, quoi. dans la D'accord. maison, on a fait une salle de bain uniquement pour les gens qui sont dans le dôme. Ah, c'est super ça. Donc, Donc voilà. c'est vraiment indépendance totale avec Oui, on peut manger, dormir, salle de oui. bain, toilette. Voilà, et puis les gens, ils me commandent le petit déjeuner, et puis en principe, je leur amène d'abord un café ou thé avec des gaufres que j'ai fait en allant chercher du lait à la ferme, avec les œufs Ouais. des poules de mon fils, Ouais. et puis les confitures que j'ai faites. Et puis j'arrive un petit peu plus tard avec une assiette, ça ressemble presque à un brunch que je propose. Donc souvent, les gens, ils ont ça. Donc Super. ils ont leur soirée où ils boivent leur verre de vin romantique, ils font griller s'ils ont envie, et puis le lendemain matin, Ouais. moi, je m'occupe de leur réveil. Oh, ça fait rêver, dis donc. Mmh. Et je mettrai dans la description le lien Airbnb pour que les gens puissent aller consulter. Donc tu loues via Airbnb. Oui, pour l'instant, j'ai que Airbnb, mais je pense que je vais bientôt faire une page pour que je puisse avoir accès à des gens un petit peu qui passent pas forcément par Airbnb. Puis c'est plus facile de communiquer aussi, donc je pense que je vais faire une page soit sur Facebook, soit pour pouvoir un petit peu présenter ce que je fais, puis mettre des photos plus D'accord. régulièrement. Parce que c'est Ok. pareil, tu viens en mois de juin, tu es tout le temps en pleine lumière, tu viens l'hiver, moi j'ai trouvé ça magique, parce que c'est quand même mon premier hiver avec les dômes. Bon, quand il fait vraiment Ouais. froid, je ferme, hein, parce que bon, t'as beau avoir un poêle, ça reste une tente, tu Ouais, vois. ça reste une tente, Mm. ouais. Mais bon, les gens le savent, ils ont envie, c'est une expérience si tu veux. Oui, c'est ça, il faut être préparé, c'est tout. Tu as la lumière uniquement avec les étoiles au plafond si tu as envie, Ah, et ça doit puis être juste trop des bougies, chouette. c'est vrai que c'est Ah chouette, ouais. ouais. Ah Mm. ouais, carrément. C'est vrai que moi, été comme hiver, les deux me font envie, hein. Ben voilà, oui. Moi, je dirais que j'ai plus eu un coup de cœur sur, bah, tu vois, l'hiver, avec à l'extérieur, tu as la neige, enfin, Ouais. tu vois, moi, j'ai cousu des couvre-lits en peau de mouton, il y a un peu des peaux de mouton de Ah bah oui, partout, super, du coup, il y a les pots que tu fais toi-même. voilà, ouais. Honnêtement, j'ai pas eu les gens n'ont pas eu froid pour dormir. C'est vrai qu'après le matin, quand ils se réveillent, bah, il fait pas chaud, mais il y en Oui, a il fait qui toute frais, la mais nuit, ouais. il y en a qui vont se lever très tôt pour démarrer le poêle et puis rester encore un petit peu plus à traîner dans le lit. Il y en a d'autres qui vont essayer de se lever régulièrement dans la nuit pour maintenir le poêle. Tu vois, tu as un petit peu tous les Ouais. cas. Mais oui, oui, les gens, ils ont c'est assez populaire, oui. Je fais une petite parenthèse, tu as parlé des œufs avec les poules de ton fils. Mmh. En Norvège, tous les œufs sont blancs. Oui, ça dépend des races. Alors ça, c'est un truc, on m'a toujours fait la blague, mais non, mais c'est parce que les poules, elles mangent de la neige ou quoi? Ça vient de la race. Nous, on a des œufs, on en a des bruns aussi. Mais c'est vrai que d'une C'est vrai, manière générale. c'est quelle race de poule alors qui fait des œufs blancs? Ah, je me rappelle plus. Les C'est poules vrai? sont aussi blanches, alors ça je sais Ah, pas les ce poules qui sont blanches aussi? oui, Ah d'accord, bah, tu vois, je savais même pas. celles qui font des œufs blancs sont blanches. Alors, mon fils a des poules pour, se payer, son permis de conduire. D'accord, La vente des œufs lui paie donc voilà, c'est son petit business. Mais, ouais. donc il a 2 ou 3 races et puis c'est pareil, tu sais, à partir les gens se quand ils ont vu ça, ils ont trouvé ça très joli, donc ils récupèrent aussi beaucoup de poules, Jürgen. Donc, il y a beaucoup de pensionnés de retraités dans son, cheptel. Mais, D'accord. donc, Des poules à la retraite. on a des poules à la retraite, il y en a encore qui pondent, mais il y en a, je pense que c'est plus de oui, il y a une maison de retraite, oui. C'est drôle ça, une Mmh. maison de retraite, à poules. Voilà, ouais. Donc elles sortent, quand il commence à faire bon, on les met dehors pour faire attention aux Ouais, renards, mais oui, oui. Donc on a les poules qui viennent visiter donc les gens qui sont dans le dôme. On a génial. aussi donc les brebis. Après, souvent on manipule un petit peu les bêtes qui sont autour de la maison avec le chien. Tu vois, tu en as toujours une ou 2 qui restent, celles qui redescendent au bout de 2 jours, elles reviennent à la maison. Après tu Ouais, as des brebis où tu avais peut-être un agneau qui boitait ou une brebis qui était pas bien, donc tu
regarde toujours. Donc ceux qui sont autour de la maison, en principe, ils squattent pas mal devant le dôme. Donc je pense que les gens mangent peu de pain quand ils sont chez nous. Tu m'étonnes. Donc voilà. Ce qui est pas plus mal, hein, ça fait une petite pause de gluten. Oui, oui, oui. Et du coup, vous avez un petit peu le temps de profiter, vous, de la région autour, en faisant un peu des randos, des petites promenades, ou vous êtes vraiment trop pris par l'exploitation? Mon mari, l'été, il est berger pour l'association d'éleveurs juste de notre secteur, en tout cas. Donc, Ok, lui, il fait pas mal de tours pour aller voir si tout se passe bien en montagne. Tu vois, ça aussi, ouais, c'est un peu particulier, voir s'il n'y a pas de ouais. traces de cadavres ou de bêtes malades par rapport aux éventuels passages de prédateurs. Et donc, il a un tour où ça l'amène aux portes du Rondanée. Donc, tu Ah vois, ce ouais, tour-là, des fois, j'y vais avec lui. d'accord, Voilà. super. Et tu vois, tu passes pas par les routes classiques. Et donc, des fois, ça nous arrivait d'emmener des gens qui sont dans le dôme, qui restaient quelques jours, en leur disant, aujourd'hui, on va là. Si vous nous suivez, vous pouvez aller faire un tour dans le Rondanais sans Ah vous ouais, retrouver avec une foule. Et effectivement, ils étaient seuls. Ils avaient l'impression de posséder le Rondanais. Donc, où tu vois tous les ah sommets. ouais, c'est tellement magnifique ces régions en plus. C'est Donc, on a ça. Principalement, c'est ça. Après, ma famille fait beaucoup de patins de vitesse. Donc, en tout cas, les actifs en patin font beaucoup ils connaissent, je pense, tous les endroits de Norvège où il y a une patinoire. d'accord. Voilà, ce qui est un peu. Donc Tunsberg, Dont Tønsberg. À Tønsberg, je pense qu'en principe, ils y vont toutes les années, oui. c'est vrai. Mhm. Il y a des endroits l'hiver où ils font du patin sur les lacs gelés dans votre coin ou il y en a pas trop? Vers Lillehammer, oui. Ouais, Tu sais, entre Lillehammer et Surfron, tu as aussi un endroit où ils ont fait un circuit de voitures sur la glace. d'accord. Au milieu de ce lac, enfin, donc c'est le Logan, hein, ou mieux ça, comment ça s'appelle là-bas? Bref, en tout cas sur cette rivière qui est quand même assez large, donc Ouais, il y a une grosse couche. Donc au milieu, tu vois une caravane, un camion, un tracteur qui prépare la piste. Et puis, ouais. de temps en temps, tu vois des voitures qui font une course. C'est vrai que ça m'avait. Et au milieu, tu as une petite table, des chaises Ah ouais? et les gens qui boivent le café au milieu de ces voitures. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Ah ouais, donc ça c'est. C'est marrant. Donc oui, il y en a aussi qui font quand même pas mal la région de Lillehammer. Oui, ils ont des endroits pour faire de la longue distance en patin. Oui, ils utilisent la rivière. Autour de chez vous, quel est ton endroit préféré, toi? Ah bah les portes du Rondanée. Ouais. Mm. Ça c'est magnifique. Avec vraiment un petit lieu précis que tu pourrais recommander aux auditeurs s'il y a des gens qui prévoient un voyage en Norvège et qui cherchent un petit peu comme ça des coins un petit peu moins touristiques, un peu plus précis, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, pour que ce soit facile à trouver, parce que là où moi j'aime bien, c'est pas ça, il y a pas de traçage GPS. Mais si s'ils vont à Mususæter, vers Otta, tu vois, Selle commune, Ouais, là tu vas monter, tu pas beaucoup de kilomètres à faire pour atteindre des endroits qui sont vraiment magnifiques. Mususæter. d'accord. Ouais, Ça c'est je vrai que ce coin est moi je vraiment trouve très que c'est très bluffant, très beau. mais bon. Le Rondanais, nous, par où on y accède, on passe par toutes les fermes de montagne de notre coin, si tu veux. Donc, c'est pas un coin touristique. Tu as uniquement les agriculteurs qui ont leurs Ouais, fermes, éventuellement des terres. Donc, quelque part, tu vas conduire pendant une demi-heure en trouvant que c'est intéressant, mais c'est pas super beau. Enfin, ouais, j'en sais rien si on arrive à être objectif quand tu vois, quand on le voit régulièrement. Mais après, quand on arrive à ce coin-là, Eldo Setter, voilà. C'est la dernière ferme. Et là, eux, ils sont à l'entrée du Rondanée. d'accord, Ils ont vaches laitières, chèvres et brebis. Donc en plus, tu as de tout quand tu vas d'accord, là-bas. la totale. Tu es seul et tu possèdes tout ce panorama. Moi, je trouve que c'est bluffant. C'est beau, ça me donne envie de Et en plus, il y a plein de d'y retourner. myrtilles. Voilà. Ah bah en plus, Ah oui. alors. Ça c'est vrai qu'en Norvège c'est un truc, il y a des myrtilles sauvages partout. On voit Ah oui. souvent les gens ramasser avec les râteaux là, Mm. les petites pelles trouées là. Vous en ramassez beaucoup vous? Oui, mais on en mange aussi quand même pas mal sur place. Oui, on en Vous ramasse. repartez avec tous les doigts avec les doigts violets Et les dents bleues. et les dents bleues. Voilà. Si tu voulais donner envie aux auditeurs de venir visiter votre région, qu'est-ce que tu... Mmh, et ben, quand même à côté de chez nous, donc la commune voisine à Ringebu, faut pas oublier qu'on a une Stavkirke, c'est-à-dire une vieille église en bois debout qui C'est a vrai. 1000 ans. Et puis, je trouve que malgré tout, quand tu viens chez nous, tu peux poser ta voiture à un endroit et puis faire des petits tours à pied.
Je trouve que moi, pour moi, c'est une sacrée liberté de pouvoir poser ta voiture et te dire, je peux partir à pied et puis faire un tour de 3 kilomètres si je veux ou un de 20 si je veux. On a quand même Ouais, cette possibilité-là. Après, c'est vraiment un côté nature. On n'est quand même pas loin de Lillehammer, malgré tout. C'est quand même une ouais. ville qui a été une ville olympique, donc il y a pas mal de choses à faire. Euh, les villes norvégiennes, c'est pas des villes françaises, donc c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à euh, comment dire, à beaucoup de choix. De toute façon, en Norvège, d'une manière générale, Ouais, c'est vrai. mais je trouve que malgré tout, pour des gens qui aiment la nature, bah, tu peux quand même vite en prendre plein les yeux. Ah bah ça c'est sûr. Je pense que tu vois, par exemple, nous, on est à côté enfin, à côté, il y a une rivière en bas de la vallée. Il y a des gens qui vont pêcher s'ils ont envie. Et puis, en hôtel de montagne, qui sont pas très loin de chez nous, moi, je peux dire aux gens où aller manger et quand. Ouais. Et puis possibilité aussi de faire des excursions un petit peu plus longues où Oui, on va camper sur place, où on part plusieurs jours. Ça, c'est des oui. choses que vous faites, vous? Avec des bêtes, c'est difficile, mais oui, oui, ça nous est arrivé. En partant de chez nous, hein. On partait, de la maison, on est allé dans le Rondane, Ouais. en partant de la maison. Puis tu as le droit de camper si tu veux en Norvège. Oui, c'est ça, c'est la liberté. Donc c'est le Allemansretten, du coup, où la nature Oui, est ouverte à tout le monde et où on a le droit de faire du camping sauvage. oui, Sous réserve de respecter évidemment les règles de bon sens voilà. et de propreté. Donc, il faut être à plus de 150 mètres, je crois, des premières habitations. Et Oui, puis, bah, pas laisser de traces, hein, évidemment, pas laisser de déchets. mmh. Du bon sens, oui. Du bon sens, voilà. Mais du coup, c'est libre partout, c'est vrai. Tiens d'ailleurs un petit truc rigolo, l'hiver, là je te parle plus bas dans la vallée, tous les champs sont censés être accessibles à tous. Donc tu es censé ouvrir tes barrières, Ok. pour que les gens puissent y aller parce que les enfants font beaucoup de luge et de ski. Eh oui, Et donc, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour faire de la luge dans ton champ. Donc, il non, c'est faut, ça. toi, par contre, que tu laisses les portes ouvertes. Donc, C'est voilà. c'est champ libre. Voilà, c'est champ libre, exactement. Moi, je dis ça parce qu'en France, je pense que c'est juste improbable de laisser à la disposition de tes biens à des gens que tu ne connais pas. Ah bah oui, en France, tout est clôturé, barrières fermées, Mm, propriété privée, etc. C'est vrai que même les maisons dans tous les coins, même résidentiels et tout, c'est vrai que tout est ouvert, quoi. Il n'y a pas de mm. barrière, il n'y a pas de... D'ailleurs, souvent, le peu de gens qui utilisent des barrières ou du grillage, c'est quand il y a des animaux. Mais c'est vrai que tout est ouvert, il y a pas ces barrières, il n'y a pas pour accéder au garage et tout. En général, c'est ouvert, quoi. Alors nous, on en a des barrières autour parce qu'on est en zone de montagne et c'est juste pour éviter que toutes les bêtes qui zonent autour de chez nous l'été rentrent Ouais. uniquement. Là, l'hiver, c'est tout ouvert. Les hivers chez vous, c'est très très enneigé, c'est comment? Oh. Ça Euh, dépend des années, hein, je suppose, Ouais, mais d'une manière générale, je pense qu'on a 50 centimètres, tu vois. Donc d'accord. c'est pas énorme, mais par contre, en principe, la neige, elle arrive début novembre sans repartir, hein, parce qu'on a des petites chutes avant, mais elle reste de début novembre à peu près fin mars. Ouais. Et c'est une région où les gens skient beaucoup, que ce soit en ski de fond ou en ski alpin. Oui, nous, on n'est pas très loin des pistes de Hafjell, Kvitfjell et Golo, donc Ouais. pour de la descente. Et sinon, on est quand même aussi sur la même commune que Golo, donc ski de fond, tu en as. Enfin, je veux dire, je pense même pas pouvoir te dire le nombre de centaines de kilomètres qu'il doit y Non, avoir ouais, c'est ça, tu peux en faire partout en fait. ouais, de partout. De Et partout, puis, ouais. on a aussi une patinoire, donc ouverte et naturelle sur la commune. Donc ça, c'est rigolo. Donc tu as le droit de faire du D'accord. patin, tu pas besoin de payer une entrée elle est accessible à tous. D'accord. Le fjord le plus proche, nous, Geiranger, je pense que l'été, en 3-4 heures, tu y es, tu vois, par exemple. Alors que l'hiver, il faut 8 heures. Ah ouais, bah ouais, Mm. forcément. C'est une région où tu as pas mal de choses à faire l'hiver, justement, par rapport au ski et ski de fond, ski de piste et patin, éventuellement. Et Mhm. l'été, tu as quand même aussi des choses à faire en montagne. Donc, on est pas loin donc on est pas loin des portes du Rondane. Et malgré tout, le Jotunheimen, il est pas si loin que ça. Donc, Ouais. je trouve que ça peut être un bon point de chute. Et puis, pour faire de se balader, tu vois, moi, j'ai eu des gens qui sont venus, qui sont restés à la semaine, parce que comme ça, je peux les envoyer à droite et à gauche, un petit peu comme je le veux, sur un rayon allez, une centaine de kilomètres, parce qu'on n'est pas très Ouais. loin non plus de l'Homme, tu vois, des Ouais. endroits comme ça. Donc, Mhm.
je pense que c'est une belle région à visiter, effectivement. Après, je suis pas très très forte pour faire la promotion, mais je dirais quand même que pour les gens qui aiment la nature, ils peuvent en prendre plein les yeux, hein. En tout cas, votre parcours est vraiment super intéressant et effectivement, avec tout ce que tu racontes, ça me donne trop envie de revenir faire un tour dans le Haut-Land, que j'adore vraiment cette région. Je mettrai le lien donc Airbnb pour pouvoir louer votre dôme arctique et j'espère que cet épisode donnera envie aux auditeurs de venir visiter cette région magnifique. Super, en tout cas, je voulais dire que tout le monde était le bienvenu dans mon dôme, dans notre dôme. C'est avec plaisir qu'on partagera un petit peu de temps avec vous et puis un petit peu conseiller ce qu'on peut faire dans le coin, ça on le fait aussi volontiers. Merci beaucoup Anne-Sophie de m'avoir invitée, parce que c'était intéressant de pouvoir parler ma langue aussi, de temps en temps ça fait du bien. C'est vrai. Et puis toi aussi, je te souhaite la bienvenue. Merci en tout cas d'avoir passé un petit moment avec nous. Salut Nathalie. Salut. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!